C'est bon? Alors, sténose des veines pulmonaires, beaucoup plus rare, 1,7 quart pour 100 000, lorsqu'on parle en particulier des sténoses congénitales isolées des veines pulmonaires, avec la sténose de la veine pulmonaire primitive. Il faut faire la différence avec ce qu'on appelle les sténoses secondaires des veines pulmonaires, c'est-à-dire des sténoses des veines pulmonaires qui viennent compenser, qui viennent compliquer l'évolution post-opératoire d'un geste qui a impliqué les veines pulmonaires, donc notamment tout ce qui est chirurgie de retour veineux pulmonaire anormal, partielle ou totale. On peut voir ça après des chirurgies de sinus venosus, on peut voir ça après des chirurgies de cimeterre. Donc c'est ce qu'on appellera les sténoses secondaires des veines pulmonaires. À l'inverse, les sténoses des veines pulmonaires primitives, donc ça, c'est lié à une maladie où c'est en fait un défaut d'incorporation des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Vous avez vu en embryo que les veines pulmonaires rentrent dans l'oreillette gauche avec la veine pulmonaire commune. Et là, quand il y a une sténose des veines pulmonaires, on va avoir un défaut d'incorporation. Et c'est une maladie qui est très vicieuse parce que parfois, c'est pas juste une maladie de la distalité, mais ça va commencer éventuellement par une veine, ça va s'étendre dans toutes les autres. C'est au départ distal, puis ça revient de plus en plus, ça grignote la veine vers le poumon. Et dans cette forme les plus sévères prolifératives, c'est extrêmement difficile à manager. Avec en mots-clés la technique de type chirurgie de sutureless, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser l'enveloppe du péricarde, on va couper les veines pulmonaires et on va utiliser l'enveloppe du péricarde pour recréer une cavité autour des veines pulmonaires pour surtout essayer de ne pas y toucher. Parce que ces veines pulmonaires inflammatoires, dans cette maladie terrible qui touche les veines pulmonaires, même la chirurgie des veines pulmonaires, quand on touche aux veines pulmonaires, en fait, ça récidive tout le temps et c'est pas bon, ça marche pas. Donc, la technique chirurgie sutureless est la chirurgie qui donne les meilleurs résultats, avec néanmoins, malgré tout, un risque de récidive et surtout de prolifération en amont. En fait, ça peut même proliférer derrière le sutureless. Et c'est une maladie qui est source de mortalité plus, en particulier dans sa forme primitive. C'est pas du tout une maladie c'est une maladie de très mauvais pronostic et qui est vraiment une maladie pour nous qui nous met en échec souvent et qui est très difficile à prendre en charge pour les cardiopédiatres, les chirurgiens, etc. Donc c'est résumé sous forme d'un schéma, mais la même chose. Les sténoses des veines pulmonaires isolées congénitales, soit simples, soit en association à d'autres cardiopathies congénitales complexes, avec des veines pulmonaires qui étaient normalement connectées, et ou des anomalies des retours veineux pulmonaires avec des prises en charge chirurgicales qui évoluent vers une sténose des veines pulmonaires. Un troisième cas de figure dans les prises en charge secondaires qu'on peut détailler, mais ce qu'on peut voir de plus en plus chez vos adultes, que ce soit en cardio non structurel ou en cardio ou en cardio congénital, c'est des patients qui vont avoir des ablations de fibrillation de l'oreillette. Vous savez qu'en fait, ils déconnectent les veines pulmonaires qui sont là où il y a les extrasystoles et les petites anomalies qui génèrent la fibrillation atriale. Et une des complications de l'ablation de la FA, lorsque l'ablation a été faite de façon inadaptée dans la veine pulmonaire, parce qu'il y avait une petite variante anatomique, parce que l'anatomie a été mal appréciée et que ça a été fait au mauvais endroit, ou parce que les forces délivrées étaient trop importantes, eh bien, se développent des sténoses des veines pulmonaires acquises secondaires à ces gestes d'ablation de fibrillation atriale. On est amené à en traiter de façon assez régulière à Marianne-Lalogue par cathé pour cette indication. Et enfin, une dernière cause secondaire qu'on voit beaucoup plus rarement, mais qui est aussi un biais de recrutement lié à Marianne-Lalogue, c'est des sténoses des veines pulmonaires post-transplantation pulmonaire. Où en fait, ils ont des sténoses sur les anastomoses des connexions des graftes pulmonaires. Mais donc, pensez-y, si un jour vous suivez des patients après transplantation pulmonaire ou autre que vous êtes amené à voir, ça peut exister. Ils peuvent développer des sténoses des veines pulmonaires sur un problème d'anastomose. Ils vont être traités les deux, dans ces deux cas de figure chez l'adulte, ça sera traité par angioplastie, stenting avec des résultats satisfaisants. Contrairement à la maladie initiale pour les sténoses des veines pulmonaires idiopathiques primitives. Donc si on revient un petit peu sur un schéma qui illustre comment se fait cette prolifération, au départ on peut avoir une sténose distale à l'abouchement, et puis une forme qui peut évoluer, qui peut devenir inflammatoire, proliférer avec un développement progressif à toutes les veines pulmonaires, développement de la fibrose des fibroblastes qui envahissent les veines pulmonaires et qui viennent sténoser ou boucher les veines pulmonaires. Quels sont les facteurs de risque d'avoir une sténose primitive des veines pulmonaires? Alors, il y a la prématurité, notamment pour les sténoses unilatérales des veines pulmonaires gauches.
Il y a la dysplasie bronchopulmonaire. Il y a des syndromes génétiques, notamment les trisomiques. Les trisomiques font plus de sténose des veines pulmonaires, soit de façon isolée, soit en association à leur autre cardiopathie. Il y a l'hypotrophie. Et puis, certaines cardiopathies vont être prédisposées à développer des sténoses des veines pulmonaires. Et habituellement, ça survient dans la première année de vie. Et bien sûr, le pronostic est d'autant plus altéré que ça survient jeune, que ça touche plusieurs veines, etc. Il y a cette étude intéressante qui reprenait, vous voyez, la rareté de l'anomalie initialement. Sur 10 ans, ils avaient réussi dans 19 centres de cardiologie pédiatrique à identifier 58 patients avec des sténoses primitives des veines pulmonaires. Donc, ça montre quand même la rareté de ce type de lésions. Avec dans 80% des cas des lésions associées, canal, CIV, CIA, pas forcément toujours des anomalies complexes. 2/3 des cas des anomalies unilatérales, notamment à gauche, comme je vous le disais. Et puis, par contre, ce côté évolutif qui était aussi bien mis en évidence et le côté en particulier à la prématurité. À l'époque, et ça a probablement changé, avec initialement des prises en charge chirurgicales dans la moitié des cas, un tiers des cas KT, un quart des cas pas d'intervention. Ça vous montre aussi la difficulté puisqu'on n'a pas une prise en charge harmonieuse et il n'y a pas vraiment de bonnes solutions et avec une survie qui n'était pas bonne à quasiment la moitié de décès à 1 an. Donc, ça montrait la gravité de cette cardiopathie, en particulier lorsque l'atteinte était très étendue bilatérale. Donc, voici un exemple de sténose des veines pulmonaires sur un prématuré avec une sténose distale de l'artère pulmonaire gauche. Donc, ce qu'on aime bien faire pour faire le diagnostic, alors, c'est de faire ces angiographies pulmonaires en temps tardif. C'est-à-dire, là, on a fait avec du numérisé. Et en fait, numérisé permettant d'augmenter le gain, et on attend bien sur le temps tardif, et on voit la veine, et puis là, un petit gicleur à son abouchement dans l'oreiller gauche. Donc ça, c'est une forme isolée unilatérale. Et on était passé par le FOP, et après, on a pu avoir une vue directe. On n'était pas complètement tout à fait à l'abouchement de la veine, c'était un tout petit peu plus à l'intérieur, chez ce même patient. Et puis, il arrive même parfois que pour avoir une vue directe, si on n'a plus de FOP, qu'on a créé et fait une ponction transeptale pour vraiment aller voir directement les veines pulmonaires. Donc ça, c'était sténose primitive. Et donc sténose secondaire, notamment ça se voit après correction de RVPA. Le plus souvent dans l'anécutie, le RVPA total. Et donc les facteurs de risque pour avoir une sténose valvulaire, une sténose des veines pulmonaires en post-opératoire, c'est d'abord le fait qu'il y avait déjà un RVPA bloqué avec une obstruction préparatoire, le fait qu'il y avait une connexion veineuse pulmonaire mixte sur un RVPA subtotal, les hétérotaxies et la petite confluence des veineuses pulmonaires. Ça se voit chez l'adulte après correction chirurgicale ou percutanéenne de céliac sinus-venosus. On en dira un tout petit mot sur cette procédure notamment innovante. Et puis, chez l'adulte, comme je vous disais, après les radiofréquences de FA ou post-transplantation pulmonaire, ou les dernières circulations chez l'adulte, c'est la médiatinite fibreuse, qui est aussi une maladie relativement terrible, où on peut avoir une gangrène fibreuse qui vient se mettre autour des veines pulmonaires. Hop là, on va laisser tourner. Donc ici, c'était un enfant qui avait été opéré d'un RVPA supra-opéré, et on voyait ici sur la connexion où s'est développé une sténose à la jonction des deux veines pulmonaires avec l'anastomose sur l'oreille gauche. Le flux dans l'artère pulmonaire gauche, ça met très ralenti, beaucoup de temps à venir et quasiment complètement bloqué. On voit quasiment pas de passage ici sur le côté gauche des veines pulmonaires. Donc il y avait une espèce de sténose en trifurcation entre la veine pulmonaire droite, veine pulmonaire gauche et le collecteur, l'anastomose à l'oreille gauche. Donc ça va être reprise chirurgicale. Un autre cas avec ici une sténose extrêmement sévère sur la veine pulmonaire gauche, le collecteur, et l'anastomose, pardon. Et en fait, ils avaient laissé ouvert le collecteur, donc en fait, ça a recirculé par une espèce d'anastomose veineuse, là, le collecteur qui revenait dans le TBI et après vers la veine cachée. Donc on avait une espèce de flux de décompression et de dérivation du flux des veines pulmonaires qui revenait vers une veine ascendante. Donc, quelle est la phylopathe de la sténose des veines pulmonaires? Donc, on est sur un obstacle qui est qualifié de post-capillaire. Ça, c'est très important. C'est ce que ça rentre dans les spectres des hypertensions pulmonaires post-capillaires.
Et la particularité physiopathologique, et c'est là où on peut éventuellement vous embêter un peu pour voir comment vous raisonnez au DIU, ça va être de dire la pression dans l'oreille gauche est basse, la pression capillaire est élevée, quelle lésion suspectez-vous? Et bien c'est là il faut dire, si on a une pression capillaire élevée, ça veut dire qu'on est sur une hypertension pulmonaire post-capillaire. Si la pression dans l'oreille gauche est basse, ça veut dire qu'il y a un obstacle entre les veines pulmonaires et l'oreiller de gauche. Voilà. Et là, on suspecte une sténose des veines pulmonaires. Donc, c'est le genre de situation physiopathologique qu'on vous demandera de savoir interpréter. Et donc, ça fait partie des hypertensions pulmonaires postcapillaires. Je n'ai pas parlé d'hypertension artérielle pulmonaire. Hein. Au DIU, on veut vraiment que vous fassiez bien cette distinction entre ce qu'est l'HTAP, les résistances vasculaires pulmonaires élevées, l'hypertension pulmonaire précapillaire, et ce qu'on appellera les hypertensions pulmonaires postcapillaires, liées soit à une défaillance du cœur gauche, soit à un obstacle du cœur gauche, qui peut être mitral ou sur les veines pulmonaires ou un cœur triatrial. Donc, ça fait partie des hypertensions pulmonaires postcapillaires sur un obstacle au retour au cœur gauche avec une sténose des veines pulmonaires. Ça entraîne bien sûr un retentissement d'amont avec du coup une stase du retour veineux pulmonaire, une surcharge pulmonaire, un œdème chronique, c'est même pas forcément aigu, mais un œdème chronique du pulmonaire. Et par conséquent, puisqu'on a une hypertension pulmonaire postcapillaire, derrière une hypertension ventriculaire droite et une défaillance ventriculaire droite potentielle. Parfois, quand on a cette hypertension pulmonaire postcapillaire, ça génère un espèce de signal et ça va contribuer aussi à aggraver à avoir une élévation, une espèce de réactivité pulmonaire et avoir une élévation des résistances vasculaires pulmonaires en plus. Et donc, on peut avoir une hypertension pulmonaire précapillaire qui complique l'hypertension pulmonaire postcapillaire. Et donc, quand on découvre une hypertension pulmonaire chez un enfant, on recherche qu'il n'y ait pas en fait une sténose des veines pulmonaires qui est une des causes secondaires d'hypertension pulmonaire de l'enfant. Donc, voici normalement sur la vue en crabe le flux qu'on arrive à voir dans les veines pulmonaires, en particulier inférieure droite, supérieure droite ici, puis supérieure gauche, inférieure gauche. Un flux normal, libre, en couleur, non aliasé. Et puis, le flux normal triphasique SDA dans les veines pulmonaires. Et lorsqu'on a une sténose, eh bien, on va avoir ce flux avec aliasing à l'abouchement des veines pulmonaires. Donc, vous voyez, de nouveau un flux couleur aliasé. Avec ici, on a même presque une petite pisa sur l'abouchement là où il y a la sténose qui est distale sur la veine pulmonaire. Et on va avoir ce flux qui est monophasique, enfin, comme ça, avec pas de retour à la ligne de base sur la veine pulmonaire, avec un espèce de gradient. Et même quand il y a ici 5 et entre 5 et 15 de gradient sur la veine pulmonaire, ça c'est déjà une sténose très serrée. Donc, on prend la moyenne, on va dire qu'ici, là, le gradient, c'est 5 mm de mercure, et c'est déjà une sténose très serrée. Normalement, on n'a pas du tout les gradients et cet aspect sur les veines pulmonaires. D'accord? Donc, c'est ça, vous, votre rôle en échographie, c'est ça qu'on va vous demander, c'est de savoir reconnaître et identifier ce flux sur les veines pulmonaires, ce flux anormal avec cette aliasing sur les veines pulmonaires. Et bien sûr, après l'imagerie complémentaire, je vous ai montré quelques images de KT qui parlent bien, hein, qui sont très intéressantes pour ce type d'anomalie. Et pareil, on va aussi bien évidemment utiliser l'imagerie en couple, le scanner, qui est très intéressant pour ça. Prise en charge, très difficile. Donc, la technique chirurgicale sutureless, en fait, c'est ça vraiment la technique de référence, c'est-à-dire qu'en fait, on va inciser le péricarde tout autour, on va ouvrir, élargir les veines pulmonaires sténosées, donc vraiment les élargir, enlever même le tissu anormal, faire quasiment qu'il n'y ait plus de parois sur les veines pulmonaires à ce niveau-là. Et ensuite, on vient élargir avec patch de péricarde, etc., et suturer tout autour des veines pulmonaires de façon très distale. C'est comme si on enveloppait les veines pulmonaires de façon très distale par du patch de péricarde. Et donc, en fait, la cavité ici sera une cavité au sein du péricarde en communication avec l'oreiller gauche. C'est comme ça qu'on arrive à faire cette réparation, ce qu'ils appellent sutureless, dans le sens où, c'est pas qu'il n'y a pas de suture, c'est qu'il n'y a pas de suture sur les veines pulmonaires. Donc, ça donne moins de sténose, moins de réintervention, moins de mortalité. Ça a été bien montré notamment par David Kalfa et l'équipe de Maria Long avec Emery sur ce sujet il y a quelques années sur une étude multicentrique. Et donc, c'est vraiment la technique de référence pour la prise en charge chirurgicale de ces anomalies des veines pulmonaires.
avec voilà, l'effet sur la mortalité qui était très net. Donc, c'est la méthode de référence, de façon évidente, avec un impact pronostique. Après, est-ce qu'il y a une place pour le traitement percutané pour les sténoses des veines pulmonaires diffuses ou complexes? Bon, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'il y a des lésions sur un seul vaisseau et qu'on peut éventuellement arriver une lésion courte, focale sur un seul vaisseau avec une veine pulmonaire qui est de bel aspect après, là, on peut espérer. Pardon, excusez-moi, une seconde. Ouais, Clément, je finis mon cours au DU dans un quart d'heure. Ah, oui, bah oui, il fallait l'emboliser, ça on avait dit qu'on le faisait. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. J'arrive après. Ouais. Oui, on l'avait déjà vu et après on met un peu de 2 dedans. Ok. À tout de suite. Excusez-moi. Et donc, du coup, sur l'expérience de Boston, notamment, ils avaient essayé de regarder la place du traitement interventionnel. Quand on a une lésion courte, focale, avec une belle veine pulmonaire en amont chez plutôt un grand enfant, là, la place du KT est intéressante parce qu'on va mettre un stent à bon calibre. Ce qui a été montré récemment, ou de façon assez générale, c'est que le ballon seul, ça ne marche pas bien, ça récidive. Le stent, c'est ça qui peut permettre de donner des résultats plus pérennes, sous réserve qu'on arrive à avoir un stent de bon diamètre. Donc, il faut aller chercher des stents plutôt large. Il faut arriver à pouvoir mettre un stent de façon large. Si on met un stent tout petit, en fait, il va se reboucher, ça n'aura pas d'effet, ça ne sera pas bon et donc, ce n'est pas la bonne stratégie. Donc, par contre, sur des sténoses des veines pulmonaires courtes, focales, qui touchent qu'une seule veine, eh bien, il peut y avoir une place pour le stenting avec plutôt des résultats assez satisfaisants à moyen terme. Par contre, sur la maladie diffuse avec des veines pulmonaires hypoplasiques, là, même avec stenting, sur des petits diamètres, sur une maladie diffuse, ça ne marche pas bien. Alors, on peut essayer des stents actifs avec les traitements immunosuppresseurs. On peut essayer de s'en servir en pont vers de la transplantation, etc., dans des projets plus agressifs. Mais ce n'est pas une place qui est très satisfaisante avec la nécessité de réintervention. Je vous montre un exemple que m'avait transmis Alain Fraisse à Londres, qui a une attitude relativement agressive sur ces sténoses des veines pulmonaires, sur un enfant qui avait une cardiopathie congénitale très complexe et qui avait été mis sur liste d'attente de cœur-poumon dans l'enfance. Tout ça, c'est des choses dont on peut en discuter, mais dans une stratégie assez agressive, et bien là, pour pouvoir attendre sur un projet de transplant, on a des délais d'attente qui sont très longs. Donc, il y a la nécessité de pouvoir faire survivre l'enfant dans l'intervalle, et donc il y avait une stratégie assez agressive sur ces veines pulmonaires, avec ici une première étape de stenting d'une sténose veine pulmonaire droite, stenting sur un stent sur ballon de façon assez classique, qui avait donné un résultat immédiat qui était pas mal du tout. Sur le temps tardif, on voit que ça coulait bien, le flux direct dedans était vraiment très bien. Et puis après, quelques mois plus tard, cet enfant avait pu avoir sa transplantation. Donc le stent avait permis un passage en pont vers attendre plus longtemps avant la transplantation. Un autre cas qui avait eu un RVPA total opéré, pareil, développement de resténose et une stratégie aussi de la même façon relativement agressive pour pouvoir traiter les lésions du collecteur. Et ça avait permis, alors ça c'était une sténose acquise secondaire, donc ce n'est pas la même maladie. Et là, le traitement interventionnel avait plutôt été efficace, même si les suites opératoires initiales avaient été très difficiles. Mais à terme, il a eu une vie quasiment normale avec une pression pulmonaire qui s'était normalisée à terme. Donc, ça avait servi de bon pont vers la récupération sur un enfant qui était très mal embarqué avec les complications post-opératoires sévères sur cette anastomie. Donc, ça peut être une alternative dans certaines situations au cas par cas. Et puis, un autre exemple, c'était une veine qui avait été opérée par la technique suturée sur une sténose congénitale isolée et développement d'une resténose sur l'anastomose suturesse en amont, pour lequel il avait été fait des stentings relativement agressifs, y compris sur des branches. Et ça avait évolué, ça avait permis d'aller, pareil, de même en pont, mais de multiples interventions. Vous voyez, même ça reprolifère. Donc, ils sont obligés de retourner dans les stents, de redilater. Dans ces formes de sténose primitive, on voit que même que le parcours interventionnel n'est pas rose du tout et que même quand on a mis des stents qui paraissent de bon calibre initialement,
on peut avoir besoin derrière d'y retourner pour des lésions évolutives et ou de la rosténose. Finalement, ce patient a été adressé sur un programme de transplant de cœur-poumon aussi à terme. Donc, et vous voyez, il avait été stenté à nouveau, c'était de nouveau bouché. Donc là, ça vous montre toutes les difficultés qu'il y a sur les anomalies des veines pulmonaires lorsque c'est la maladie primitive. Donc pareil, une prise en charge agressive telle qu'on peut la faire avec du cutting ballon, réouvrir, restenter les branches. Tout ça, je vous montre tout ce qui est faisable dans des programmes très agressifs. Après, on peut vraiment, c'est une approche très individualisée au cas par cas en staff médico-chirurgical par les experts pour savoir quelle est la meilleure option, chirurgicale, cathé, médicale, accompagnement. Tout ça, ça se décide aussi en lien avec les familles. Voilà, mais juste pour vous illustrer sur un cas très particulier ce que on est capable de proposer sur le plan interventionnel et avec les limites que ça. J'ai assez peu parlé parce que ce n'est pas mon domaine de spécialité, mais le traitement médicamenteux génère beaucoup de pistes et d'espoir parce que sur la sténose alvéolaire pulmonaire, les sténoses des veines pulmonaires primitives, parce que comme je vous l'ai montré, c'est quand même une maladie très inflammatoire, diffuse qui évolue. Donc on a du mal à penser que juste un traitement interventionnel, cathé ou chir, d'une maladie locale, d'une forme locale d'une maladie plus diffuse va marcher et on comprend pourquoi. Et donc c'est pour ça qu'il y a une nécessité vraiment à avoir un traitement médicamenteux et il y a des pistes thérapeutiques autour de ça, notamment autour du sirolimus, il y a des immunosuppresseurs, des modulateurs de l'immunité. Et donc je pense qu'il y a des choses qu'il faut suivre de ce côté-là. Voire même la metformine, enfin, il y a des cibles qui vont se dégager et probablement que le traitement médicamenteux va faire des progrès dans les années à venir avec déjà des choses qui sont en cours en Amérique du Nord notamment. Très rapidement pour finir, on parlait des veines pulmonaires, donc on parle des anomalies du retour veineux et potentiellement dans les sténoses acquises. On a développé par les cathétériseurs depuis maintenant quelques années la correction percutanée des CIA sinus et je ne sais pas si ça vous a été traité dans le cours sur les CIA, mais vous illustrez ce qui peut se faire désormais avec la mise en place d'un stent couvert dans la veine cave sup qui va rediriger le flux des veines pulmonaires à l'oreille gauche. Ça, c'était le premier cas qu'on avait fait à Marianne il y a 2 ans et où il y a vraiment tout un programme de développement qui se fait. Et une des complications potentielles de ce type de stenting et ou de la chirurgie d'ailleurs, c'est d'avoir une obstruction des veines pulmonaires, une sténose acquise des veines pulmonaires. Donc c'est pour ça qu'en fait, parfois, on va être amené à devoir mettre un petit ballonnet de protection pour protéger le flux, à mouler le stent sur ce ballon et être très vigilant sur le fait qu'on ne génère pas de sténose des veines pulmonaires lorsqu'on fait ce type d'intervention. Et donc, quand on met le stent, on regarde, on contrôle par l'oreillette gauche dans les veines pulmonaires qu'on ne crée pas une obstruction, soit dynamique avec le flux angiographique, soit avec les pressions simultanées pour vérifier qu'on n'a pas de sténose. Peu importe. Et vous voyez, puisque ici, par exemple, dans cette forme-là, ça pouvait être une forme un peu plus complexe où avec le ballonnet, quand on simule la position du stent, on voit qu'on risque d'avoir un obstacle des veines. Donc en fait, la technique dans ce cas-là, c'est de ne pas trop l'évaser à la partie la plus basse pour éviter d'avoir cette aliasing et cette sténose des veines pulmonaires qui apparaît. Et on va protéger avec un ballonnet et mouler et gonfler le ballon autour. Et vous voyez, dans ce cas de figure qui était assez challenging, on a pu avoir le stent d'un côté et le petit tunnel qui a été maintenu pour la veine pulmonaire du haut qui s'est bouché très très haut dans la veine cave supérieure. Vous voyez le flux angiographique dans cette veine pulmonaire qui a pu aller, qui passe derrière le stent jusqu'à dans l'oreille gauche. Voilà, peu importe. Et ça, une sténose acquise, ablation de fibrillation atriale, sténose acquise. Et par contre, ça, pour le coup, très bonne indication de traitement interventionnel avec angioplastie, stenting. Et ça marche plutôt très bien sur ces lésions acquises. Donc, en conclusion, la maladie primitive est une maladie dévastatrice avec de nouvelles approches chirurgicales et par cathéter qui commencent à montrer des améliorations dans les résultats et qui sont encore renforcées avec une thérapie médicamenteuse qui sera de plus en plus ciblée. Une approche multidisciplinaire agressive est certainement la meilleure façon de traiter ces lésions dès la prise en charge initiale. Progrès à suivre sur le devenir. Les sténoses des veines pulmonaires acquises, plus de place pour le traitement, plus d'efficacité et plus de place pour le traitement interventionnel et chirurgical à la suite des lésions acquises. À votre dispo pour quelques questions très rapides avant que j'aille au caté.
Aucune question? Profitez-en, sinon je m'échappe. Hein. Attention. Merci. Merci beaucoup. Merci de vos remerciements, et puis merci de votre attention, et puis merci d'avoir posé des questions tout à l'heure, c'était dynamique. Donc, je vous souhaite une bonne continuation, un bon cours, un bon enseignement. Profitez bien de ces cours qui sont vraiment des moments privilégiés qui vous permettent d'avoir une vision globale et avec des orateurs qui viennent de tous les centres en France. Donc ça, c'est vraiment une chance pour vous. Et puis peut-être rendez-vous pour les évaluations, les examens. À bientôt.